Le plancher a craqué sous mon pied, mais personne ne l'a remarqué. Je me tenais juste devant le bureau, la main à moitié levée pour frapper, quand j'ai entendu la voix de mon père, mesurée, dédaigneuse, comme s'il lisait une liste de courses. Ta sœur, elle ne mérite pas un sou. Elle est exclue. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas cligné des yeux. Le son de mon propre pouls a inondé mes oreilles. À l'intérieur, Amélie n'a pas protesté. Elle n'a pas marqué de pause. Et puis j'ai entendu maman, Delphine, laisser échapper un bourdonnement bas et satisfait. J'ai reculé légèrement, juste assez pour voir à travers la fente entre la porte et le cadre. Delphine était assise sur le bord du canapé en cuir, une tasse de thé à la main, sa bouche plissée en ce sourire pincé et entendu qu'elle utilisait chaque fois qu'un plan se mettait en place. Elle avait l'air contente, calme, comme si m'exclure n'était pas cruel. C'était inévitable. J'ai fermé les yeux et je me suis éloigné avant qu'il ne me voie. La montée des escaliers m'a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. Mes pieds étaient légers, mais mes membres me semblaient de plomb. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Jamais pour eux. Je me suis assise au bord du lit d'Amy et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts bougeaient plus vite que mes pensées, mots de passe, code de sécurité, texto de vérification. En quelques minutes, tout ce que je possédais a été transféré sur un compte privé, un compte dont ils ignoraient l'existence, un compte qu'ils ne connaîtraient jamais. Ils pensaient que je resterais figé dans ce couloir, trop abasourdi pour bouger. Ils pensaient que je continuerais à jouer le rôle, serviable, invisible, sans danger. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je soupçonnais quelque chose depuis des semaines. Les invitations manquées, les sourires forcés, les documents de la succession qui n'étaient jamais arrivés dans ma boîte de réception. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais au courant de la seconde fiducie de grand-mère. Celle qu'ils avaient essayé de faire comme si elle n'avait jamais existé. Celle qui était arrivée à échéance il y a 2 semaines. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable, je me suis dirigé vers la commode et j'ai déverrouillé le tiroir du haut, sous de vieilles écharpes et une photo d'Éléonore. C'était là, un bout de papier de son écriture avec un seul nom dessus. Le mien. Ça n'avait pas commencé avec la fiducie. Ça a commencé plus subtilement. Mon nom manquant dans la conversation de groupe sur les plans de la Toussaint. Une photo de famille publiée sur les réseaux sociaux de Delphine, recadrée juste avant mon épaule. Un dîner où Amélie a porté un toast à la famille, et ses yeux sont passés par-dessus moi. Je me suis dit que c'était le deuil, que les gens deviennent étranges après une perte. Que j'étais peut-être devenu un fantôme dans leur maison parce que je leur rappelais trop grand-mère. Je me suis même excusé une fois, à voix haute, d'être un peu trop présente ces derniers temps. Personne ne m'a corrigé. Avec le recul, je le vois maintenant pour ce que c'était, une répétition. Un lent et méthodique démantèlement de ma place à table. Une omission polie à la fois. Amélie avait toujours été leur préférée. Non pas parce qu'elle le demandait, mais parce qu'elle le portait comme une robe sur mesure. Elle savait comment se pencher quand Delphine parlait d'héritage. Elle a appris le ton professionnel de papa avant même d'avoir un emploi. C'était elle qu'il présentait lors des événements, celle qui obtenait une chambre avec vue et une place près du testament. Et moi, j'étais utile, discrètement, invisiblement. Celle qui aidait grand-mère à équilibrer ses comptes quand les tremblements de sa main devenaient trop forts. Celle qui écrivait les notes de remerciement que Delphine ne prenait pas la peine d'écrire. Celle qui tenait tout ensemble pour qu'ils puissent prétendre que rien ne s'effondrait. Je m'étais dit qu'être bonne suffirait, mais Amélie avait toujours 5 longueurs d'avance. Et Delphine jouait sur le long terme. Ce sourire que j'ai vu hier, il n'était pas nouveau. Je l'avais déjà vu, à Noël, quand je suis arrivé avec des cadeaux pour découvrir que le dîner avait été déplacé, pendant les funérailles de grand-mère, quand j'ai prononcé l'éloge funèbre et que personne n'a applaudi, mais que Delphine a dit, c'était courageux. Je n'avais simplement pas su ce que je regardais. Jusqu'à maintenant. J'ai déplié le bout de papier du tiroir d'Éléonore et je l'ai relu. L'encre était encore nette malgré les mois. Il y avait une adresse, un nom et une clé collée derrière. La clé s'insérait parfaitement dans la serrure sous le vieux bureau de couture d'Éléonore. Je n'avais pas touché à ce tiroir depuis des années. Grand-mère disait en plaisantant qu'il contenait des souvenirs qu'il valait mieux laisser plier. Mais quand je l'ai ouvert, le contenu ne ressemblait pas à des souvenirs. Il ressemblait à des instructions. Il y avait 3 choses à l'intérieur. La première, une enveloppe officielle, lourde et gaufrée, portait la mention « Avenant au testament et dernière volonté ».
J'ai reconnu le sceau du notaire, les signatures des témoins, la date, un mois seulement avant le décès d'Éléonore. Mon nom était imprimé proprement sur chaque page. Mon nom, et seulement le mien. Le deuxième était un enregistreur vocal. J'ai appuyé sur lecture avec des mains plus stables qu'elle n'aurait dû l'être. Sa voix a rempli le silence, douce mais certaine. S'ils essaient de déformer cela, Léonie, tu leur montres cette cassette. Je te fais confiance. À toi seul. Ce n'était pas long, juste 23 secondes, mais cela en disait plus que ce que Delphine m'avait dit en des années. Le troisième était un mot. 4 lignes de l'écriture anguleuse d'Éléonore, inclinée par des décennies de travail de comptabilité. Le sang ne les rend pas dignes. Si tu lis ceci, ils se sont déjà retournés contre toi. Prends ce qui t'appartient. Ne te retourne pas. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pas à cause des larmes, mais de la reconnaissance. Elle savait, pas seulement pour l'argent, mais pour eux. Sur la façon dont ils tordraient l'héritage en moyen de pression, comment ils habilleraient l'effacement de tons polis et de termes juridiques. Elle savait qu'ils utiliseraient la tradition comme une arme et me feraient sentir comme celle qui n'avait pas réussi à s'intégrer. Et pourtant, elle m'a donné ceci. Pas seulement le testament, la clarté, la voix, la preuve. J'ai emballé l'enveloppe, le mot, l'enregistreur, chaque pièce de son dernier coup, et je les ai glissés dans mon sac. Au matin, je n'allais plus demander une place à table. J'allais étaler la vérité dessus. La cuisine bourdonnait déjà quand je suis entré. Amélie était perchée au bout de l'îlot, café à la main, les jambes croisées comme une femme qui avait déjà gagné. Papa feuilletait des tableurs imprimés, ses lunettes de lecture glissant sur l'arête de son nez. Delphine se tenait près de la cuisinière, remuant du gruau d'avoine, fredonnant un air familier comme si nous étions juste une autre famille commençant une autre matinée paisible. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. J'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon sac et je l'ai posée à plat sur le comptoir entre les croissants et les bloc-notes juridiques. Amélie a été la première à le remarquer. Ses yeux sont passés de mon visage à l'enveloppe, puis se sont plissés. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, les mots étant plus un réflexe qu'une question. Papa n'a pas levé les yeux. Nous sommes au milieu de quelque chose, Léonie. Est-ce que ça peut attendre? Non, ai-je dit simplement. J'ai glissé l'enveloppe plus près de lui. Vous voudrez lire ceci. Delphine s'est retournée, cuillère en bois toujours à la main, et a jeté un coup d'œil au seau. Son sourire a flanché, mais très légèrement. Amélie a ricané. Sérieusement? Tu as apporté tes propres papiers. C'est une tentative de t'imposer à nouveau. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement ouvert le rabat, sorti le testament l'avenant, je l'ai déplié soigneusement et l'ai placé entre eux comme une carte retournée au dernier tour d'un jeu auquel il pensait que je ne jouais pas, signé, attesté, daté, ai-je dit d'une voix égale, en tapotant la ligne de signature avec mon index. Vous vous souvenez de Bernadette, n'est-ce pas? L'amie de grand-mère du club de jardinage. Elle était là. Le notaire aussi. Les doigts de papa se sont crispés sur la coudoir de sa chaise. Delphine n'a rien dit, mais la cuillère en bois tremblait. Amélie a tendu la main vers le papier comme si elle pouvait le froisser pour le nier, mais j'ai bloqué sa main avec la mienne. Ne fais pas ça, ai-je dit, la voix basse. Tu savais déjà ce que tu faisais. Tu n'as pas le droit de faire la surprise maintenant. Pour la première fois depuis des années, la pièce était calme. Pas seulement silencieuse, vidée de sa substance. Le genre de silence qui ne se produit que lorsque la vérité fait éclater un mensonge au grand jour. J'ai laissé les papiers là et je me suis dirigé vers l'évier pour me verser un verre d'eau. Personne n'a bougé. Il n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait, et je n'avais même pas encore appuyé sur lecture de l'enregistrement. Tu as dépassé les bornes, a dit Delphine, sa voix tendue de fureur contenue. Ce n'est pas ce que ta grand-mère voulait. J'ai croisé son regard sans ciller. Tu as raison, ai-je dit. Elle voulait l'honnêteté. Elle me l'a laissé à moi. Amélie a ri, d'un rire sec et creux. C'est de la vengeance. Tu as toujours détesté être en arrière-plan, et maintenant tu transformes sa mort en spectacle. Je suis restée silencieuse pendant des années, ai-je dit. Vous avez pris ça pour de l'obéissance. Papa a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse changer le cours du récit. J'ai sorti le petit enregistreur de ma poche, je l'ai posé doucement sur la table et j'ai appuyé sur lecture.
La voix d'Éléonore a rempli la pièce, mince, usée, mais ferme. S'ils essaient de déformer cela, Léonie, tu leur montres cette cassette. Je te fais confiance. À toi seul. Personne n'a parlé quand ça s'est terminé. Delphine se tenait figée, les mains crispées sur ses flancs. Amélie regardait son café comme s'il pouvait lui offrir une issue. J'ai pris une autre enveloppe de mon dossier et je l'ai glissée sur le comptoir. Déposée ce matin, ai-je dit. Une injonction pour geler la succession jusqu'à ce que tout soit examiné. La bouche de papa s'est resserrée. Tu essaies de démanteler cette famille. Non, ai-je dit calmement. Je refuse simplement de la laisser me démanteler. J'ai rassemblé les documents, je les ai remis dans mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Pas de cris, pas de mots de la fin, juste le bruit de mes pas sur le parquet. Qu'il reste assis dans le silence. Qu'il se demande ce que j'avais préparé d'autre. Je suis sorti dans le couloir et j'ai sorti mon téléphone. Un texto de mon avocat m'attendait, injonction acceptée. Les fonds sont gelés en attente d'examen. Vous contrôlez les prochaines étapes. J'ai fixé l'écran un instant de plus, puis j'ai éteint l'enregistreur dans ma main. Je n'étais plus seulement leur fille. J'étais l'exécutrice testamentaire de la vérité. L'ascenseur s'est ouvert à l'étage de la direction de Mercier et Lemaître. La réceptionniste a levé les yeux, surprise, puis s'est rapidement levée à mon passage. Je n'ai pas marqué de pause. Je suis entré directement dans la salle du conseil où 5 des associés principaux étaient déjà assis, murmurant au sujet des projections financières et des prévisions du 3e trimestre. Leur conversation s'est arrêtée quand ils m'ont vu. Léonie ? Thibault, l'associé principal, a plissé les yeux. Nous ne vous attendions pas, maintenant si, ai-je dit, en posant un dossier sur la table polie. Depuis la semaine dernière, je détiens une participation de contrôle dans le cabinet. 51%, assignée par la fiducie d'Éléonore Mercier et maintenant confirmée par un avenant notarié. Vous trouverez toute la documentation là-dedans. Amélie était déjà à sa place, les bras croisés si fort que ses jointures étaient blanches. C'est de l'esbrouf. Non, ai-je dit, en m'asseyant à la tête de la table. Ceci est la succession. La pièce est restée immobile jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Rémi est entré, le souffle court, les joues rouges. C'est scandaleux, a-t-il lancé. Tu ne peux pas simplement. Je peux, ai-je dit, en ouvrant calmement un second dossier. Et je le ferai, en commençant par la transparence. J'ai distribué des copies de rapports de transactions internes, ceux que l'ancienne équipe comptable avait commodément enterrés. Page 3, ai-je dit. Charles Mercier a utilisé les fonds de l'entreprise pour couvrir des pertes de jeux personnels. Plus de 75 000 € de dépenses étiquetées et divertissements clients amènent directement à son compte Lydia personnel. Rémi a ouvert la bouche, mais je n'avais pas fini. Et page 5, votre société à responsabilité limitée, Conseil Alpin, est répertoriée comme un fournisseur du cabinet, sauf qu'elle ne fournit pas de conseils. Elle blanchit des distributions de la succession par le biais de factures gonflées. Tout est là. Virement bancaire, horodatage, même la société écran aux îles Caïmans. Amélie s'est levée si vite que sa chaise a raclé le mur. Tu as espionné ta propre famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai protégé ce qui reste du nom de grand-mère. Thibault s'est éclairci la gorge, parcourant les documents. Nous n'étions pas au courant de tout cela. Vous l'êtes maintenant. Rémi m'a regardé de l'autre côté de la table, non pas avec fureur cette fois, mais avec quelque chose de plus petit, quelque chose qui se désagrégeait. Je n'ai pas bronché, car la plaque nominative devant moi ne disait plus « invité ». Elle disait « associée gérante ». Le rapport est arrivé à l'aube, 112 pages de pourriture habillées d'un langage professionnel et d'une mise en forme soignée. L'équipe d'experts légistes avait épluché 6 ans de dossier. Ce qu'ils ont trouvé ne m'a pas surprise. Cela confirmait ce que je savais déjà. Ils n'avaient pas seulement essayé de m'exclure, ils saignaient la fondation à blanc depuis le début. Une série de frais de consultation à 6 chiffres remontait à un compte au nom d'Amélie, qu'elle avait ouvert juste après la première hospitalisation de grand-mère. Des dizaines de fausses factures adressées à des départements qui n'existaient pas. Des locations d'équipements qui ne sont jamais arrivées. Des sociétés écrans enregistrées à des boîtes postales à Nice, Monaco et Genève. Et puis la pièce finale, un compte offshore directement lié à Delphine, discrètement nommé sous une société holding sans bureau physique.
L'enquêteur principal n'a même pas eu l'air choqué en me remettant le résumé. Vous avez de quoi porter plainte, a-t-il dit. Au pénal et au civil. J'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai transféré l'intégralité du rapport à l'équipe juridique avec une seule ligne dans le courriel, procédé sans réserve. En fin de matinée, mon avocat a appelé. Nous pouvons déposer les plaintes aujourd'hui, mais vous devez être certaine. Ce sera public. Bruyant. Je le suis, ai-je dit. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de respect pour grand-mère, pour ce qu'elle a construit, pour ce qu'ils étaient censés protéger. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, compris. Nous lancerons les procédures cet après-midi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé par la fenêtre du bureau en contrebas. La ville continuait sa course sans hésitation. Des gens marchant vers des cafés, jetant un coup d'œil à leur montre, déverrouillant des portes d'entrée. C'était la partie qu'ils n'avaient jamais comprise. Je n'ai jamais eu besoin de gagner pour me sentir entière. J'avais juste besoin que les mensonges cessent. Le rapport était ouvert à côté de moi, page après page. J'ai surligné des sections et laissé des notes pour l'équipe de conformité. Je n'ai pas bronché en arrivant aux chiffres liés au fonds de retraite de mon père. Je n'ai pas fait de pause quand la signature d'Amélie est apparue sur des contrats falsifiés, parce que guérir ne signifie pas se taire. Cela signifie dire la vérité à voix haute, officiellement, avec votre nom signé en dessous. Et mon nom n'allait pas disparaître. Il commençait juste à signifier quelque chose à nouveau. Le message est arrivé juste après midi. Un simple texto, 1 heure. Pas d'avocat. Tu me dois bien ça. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement présenté. Le jardin derrière Saint-Germain était presque trop calme. Le même banc où Éléonore s'asseyait pendant les répétitions de la chorale. Les mêmes parterres de fleurs dont Delphine avait un jour fait semblant de s'occuper, le téléphone caché derrière ses lunettes de soleil, chuchotant au planificateur successoral tout en taillant les roses. Elle était déjà là quand je suis arrivé, vêtue de blanc des lignes épurées, pas un pli en vue. Elle a levé les yeux à mon approche et a tapoté l'espace à côté d'elle sur le banc. Je ne me suis pas assise. Je dois te le reconnaître, a-t-elle dit doucement, en croisant les mains sur ses genoux. Je t'ai sous-estimé. C'était votre première erreur, ai-je dit. Mais pas votre dernière. Tu penses que c'est une question de pouvoir. Sa voix est restée douce, imperturbable. J'ai maintenu cette famille unie, Léonie. Chaque fois que ton père a fléchi, j'ai tenu bon. Chaque fois qu'Amélie s'est effondrée, je l'ai soutenue. Tu as toujours été l'élément imprévisible. Tu voulais la vérité mais tu te fichais de ce qu'elle coûtait. Je me suis approché, la voix basse. Vous n'avez rien maintenu uni. Vous l'avez contrôlé. Il y a une différence. Ses yeux ont croisé les miens. Une lueur de quelque chose. Du chagrin? Non, juste du calcul. Tout s'effondre, a-t-elle murmuré. Même la vérité. Tu verras. Ça commence lentement, puis tout d'un coup. J'ai étudié son visage. Le calme était toujours là, mais la certitude avait des fissures. Elle s'est levée lentement, lissant sa robe comme si la conversation s'était déroulée comme elle l'avait prévu. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit. Mais j'attends des conséquences. Je n'ai rien dit. Pas un mot, pas un hochement de tête. J'ai tourné les talons et j'ai descendu le chemin de pierre, la laissant derrière moi avec son silence. Elle n'a pas suivi. De retour au bureau, j'ai signé les derniers documents autorisant la publication des témoignages. Chaque actif, chaque euro, chaque nom. Et la date du procès était déjà estampillée sur le calendrier. La salle d'audience ne semblait pas froide, mais quelque chose dans l'air rendait chaque respiration plus lourde. J'ai pris place à la barre, j'ai prêté serment et j'ai ouvert le dossier que j'avais répété en silence pendant des mois. J'ai commencé par les bases, les dates, les incohérences, les noms liés au transfert qu'ils supposaient ne jamais être tracés. J'ai parlé d'une voix égale. Sans fioriture, sans théâtralité, juste des faits. Puis j'ai fait jouer l'audio la voix d'Éléonore, claire et directe, résonnant dans la pièce. S'ils essaient de déformer cela, Léonie, tu leur montres cette cassette. Je te fais confiance. À toi seul. Le juge a légèrement hoché la tête mais n'a rien dit. J'ai remis la lettre manuscrite de grand-mère, sa signature, son encre. 4 lignes qui anéantissaient chaque défense qu'ils avaient construite.
Amélie a témoigné ensuite. Son ton était mesuré, sympathique, travaillé. Nous protégions l'héritage familial, a-t-elle dit. Nous ne voulions pas de conflit. Nous voulions l'harmonie. Léonie était instable. Elle n'aurait pas su quoi faire de cette responsabilité. Je ne l'ai pas regardée pendant qu'elle parlait. J'ai regardé le juge. Quand ce fut de nouveau mon tour, je l'ai dit doucement mais fermement. Effacer quelqu'un n'est pas de la protection. C'est de la lâcheté vêtue de soi. Amélie a tressailli. Delphine a détourné le regard. J'ai terminé par une dernière déclaration. Il ne s'agit pas d'héritage. Il s'agit d'être réécrite. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas dramatique. J'étais gênante pour leur version de l'histoire, et je suis ici pour rétablir la vérité. Le juge a pris un moment, puis deux, puis a parlé. Le testament amendé est maintenu. Le plein contrôle de la succession reste à mademoiselle Léonie Mercier. Tout détournement de fonds par mademoiselle Amélie Mercier et monsieur Rémy Mercier sera renvoyé pour de plus amples poursuites judiciaires. Madame Delphine Mercier est définitivement révoquée de toute autorité fiduciaire liée à la fiducie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Dehors, je suis passé devant les journalistes sans répondre à une seule question. De retour dans la voiture, j'ai sorti le petit journal qu'Éléonore avait laissé derrière elle et j'ai tourné à la page cornée, celle qui disait simplement « La vérité ne crie pas ». Elle reste debout. Et maintenant, moi aussi. Le chalet au bord du lac était de nouveau calme. Pas d'avocat, pas de dossier, pas d'écho de porte de salle d'audience se fermant derrière moi. Juste le bruit de l'eau clapotant contre le quai et du vent passant à travers les arbres qu'Éléonore avait plantés bien avant que l'un de nous ait quelque chose à se disputer. J'ai enlevé mes chaussures à la porte, j'ai traversé le couloir étroit jusqu'à son ancien salon de lecture, et je me suis assise dans le fauteuil qu'elle utilisait chaque matin, un café dans une main, un stylo dans l'autre. Le journal était toujours là, juste où je l'avais laissé. Cuir marron, bords usés, son écriture sur chaque page, délibérée et inébranlable. J'ai tourné à la page que j'avais marquée avant le procès. L'encre s'était légèrement estompée, mais les mots résonnaient toujours plus fort que tout ce qu'Amélie ou Delphine avaient dit en des mois. Parfois, il faut drainer le sang pour qu'un corps guérisse. Je l'ai relu, non pas avec chagrin cette fois, mais avec compréhension. Ils ont essayé de réécrire l'histoire, de m'en exclure. De dire que j'étais trop émotive, trop dramatique, trop difficile. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est dégager le chemin. Ils m'ont donné les morceaux, j'ai simplement choisi de construire au lieu de détruire. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière changer sur l'eau. Ils ont essayé de m'enterrer, ai-je dit à voix haute, la voix stable, mais ils m'ont donné la pelle. Je n'ai pas creusé une tombe. J'ai planté quelque chose. Et quand je me suis retourné vers le couloir, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Pas pour les exclure, pas par colère, mais pour marquer une ligne. C'était là que leur version se terminait et que la mienne commençait.